Les Misérables, de Victor Hugo. La parole, des personnages. La parole de Jean Valjean. Le rôle. Je me nomme Jean Valjean, jadis un homme brisé par la misère et marqué par les fers pour le vol d'un pain. Mon récit commence vraiment lorsque l'évêque Myriel, par un acte de miséricorde inouï, me rend ma dignité volée par des années de chaîne. Cet événement a planté en moi la semence d'une transformation radicale, mais le chemin de la rédemption fut loin d'être linéaire. Tout au long de ma vie, j'ai dû lutter contre les ombres de mon passé, chaque décision testant ma nouvelle morale. Un moment décisif fut lorsque j'ai choisi de révéler mon identité pour sauver un innocent, un acte qui a scellé ma résolution de vivre pour la justice. En tant que Monsieur Madeleine, j'ai tenté de réparer mes erreurs passées en me transformant en protecteur et bienfaiteur. J'ai pris sous mon aile Cosette, honorant la promesse faite à sa mère, Fantine, sur son lit de mort. Ma protection envers elle ne se limitait pas seulement à la soustraire aux griffes de ses bourreaux, mais aussi à veiller sur son bien-être, et son avenir. En tant que mère, mon engagement allait au-delà du simple cadre familial, j'ai œuvré pour l'amélioration des conditions de vie de ma ville, touchant la vie de nombreux autres, témoignant que même un homme marqué par le crime peut être un instrument de bien. L'ombre de Javert, incarnation de la loi inflexible, a constamment plané sur mon existence. Notre interaction, complexe et tragique, est le reflet d'un conflit plus vaste entre la justice et la miséricorde, l'ordre et la rédemption. Javert, dans sa quête rigide et sans faille, ne pouvait se résoudre à accepter que la rédemption soit possible pour un homme comme moi. Notre dernier affrontement, où je lui sauve la vie, incarne l'ultime test de mes convictions, et paradoxalement, précipite sa propre chute. Cette dynamique souligne combien la rigidité des principes peut être destructrice face à la complexité humaine. Ma vie, riche en épreuves, est une preuve que l'homme est capable de grandeur, que sa nature n'est pas figée par son passé mais peut être transformée par la volonté, le sacrifice, et l'amour. Chaque acte de bonté, chaque choix de pardon, et chaque moment de courage définissent non seulement qui je suis mais aussi l'essence même de mon rôle dans cette histoire, démontrer que le chemin de la rédemption est possible, ardu mais lumineux, et essentiel à l'humanité. Les missions. Ma première mission est de racheter mon âme à travers des actes de bonté, après avoir été marqué par les chaînes du bagne. Cette quête débute lorsque l'évêque de Digne m'offre les chandeliers d'argent, symbolisant une nouvelle chance de vivre selon les principes de vertu et de miséricorde. Je prends alors l'engagement de me dévouer aux autres, une mission qui guide chacun de mes pas. Ensuite, te protéger, Cosette, devient mon objectif central. Je t'arrache aux griffes des Thénardier où tu étais traité plus bas que terre. Élever Cosette, lui offrir un foyer et de l'amour, tout cela constitue ma seconde grande mission. À travers elle, je cherche à réparer les erreurs de mon passé en offrant ce que je n'avais pu recevoir. Ma troisième mission s'articule autour de la justice et de la vérité. Lorsque je découvre que Champmathieu est accusé à ma place, je suis confronté à un dilemme torturant, révéler mon identité et risquer ma liberté retrouvée, ou rester caché et laisser un innocent souffrir. Mon choix de me présenter au tribunal réaffirme ma détermination à suivre le chemin de la droiture, quelles que soient les conséquences personnelles. Au fil de l'histoire, ces missions s'entremêlent avec les luttes et les aspirations des autres personnages, reflétant des thèmes plus vastes de justice, d'amour parental et de sacrifice personnel. Par exemple, mon engagement envers Cosette me lie directement à Marius, et ma lutte pour la justice impacte directement Javert, mon antagoniste, dont la vision du monde est perturbée par mes actions. Chaque mission entreprise contribue progressivement à ma transformation. De criminel condamné, je deviens un homme de bien, un protecteur et un justicier. Ces quêtes, toutes guidées par un désir de rédemption et d'amélioration, illustrent non seulement ma transformation personnelle mais aussi la possibilité de changement et de bonté dans un monde souvent impitoyable. Dans cette narration de mes missions, je t'invite à observer comment chaque étape de ma rédemption est tissée de liens indéfectibles avec les autres, éclairant les sombres recoins de l'âme humaine et les lueurs d'espoir qui peuvent les transfigurer. La moralité. Tu sais, lecteur, que ma vie fut un chemin semé d'embûches, de luttes intérieures qu'en seul un cœur qui a traversé les sombres profondeurs de la misère pourrait comprendre. Mon existence, dès ses premiers jours, fut marquée par le sceau de la fatalité,
mais ce fut dans les moments les plus noirs que je découvris la lumière de la moralité, cette boussole qui guida mes actes futurs. Tu te souviendras de cette nuit glaciale, où, épuisé et désespéré, je fus accueilli par Monseigneur Myriel. Ce geste de pure bonté transforma mon âme, forgeant un homme nouveau de mes cendres encore tièdes de bagnard. Chaque acte de bonté envers un autre, chaque décision de protéger Cosette, ne fût-ce pas une quête pour racheter mon âme et démontrer que même le plus endurci des hommes peut se métamorphoser sous la chaleur de la charité? Même en reprenant ces pièces d'argent, en fuyant avec elles, ne voyais-je pas là une occasion de survie plutôt qu'un vol? Et lorsque plus tard, rongé par la culpabilité, je cherchais à me racheter auprès de Petit Gervais, ne démontre-t-il pas la lutte incessante entre mon passé et l'homme que je désirais devenir? Oui, tu peux juger ces actes comme répréhensibles, mais regarde-les comme les douleurs d'un accouchement d'une nouvelle vie, une vie vouée au bien. Les épreuves que j'ai endurées, les jugements hâtifs auxquels j'ai été confronté, tout cela n'était-il pas le reflet d'une société qui souvent préfère condamner plutôt que comprendre? Chaque choix difficile que j'ai fait, comme celui de me dévoiler devant le tribunal pour sauver un innocent, n'était-il pas un témoignage de mon engagement envers la vérité et la justice, même au péril de ma propre liberté? Et toi, lecteur, en suivant mon parcours, ne vois-tu pas un miroir des combats et des dilemmes que l'humanité elle-même doit affronter? Mon histoire, est-ce autre chose qu'une exploration des thèmes de la rédemption, de la justice, et de l'amour qui transcendent les circonstances? En moi, Jean Valjean, n'aperçois-tu pas l'écho de tes propres luttes et de tes propres espoirs? La trajectoire de ma vie, du condamné au saint, révèle que chaque homme porte en lui le potentiel de transformation. Elle montre que malgré les chaînes de nos erreurs passées, chacun de nous peut choisir un chemin de lumière, si difficile et tortueux soit-il. L'amour, la compassion, la bonté, ne sont-ils pas les véritables mesures de la moralité humaine? La parole de Javert. Le rôle. Je suis Javert, fils d'un galérien, élevé à l'ombre de la loi et de la discipline. Mon engagement envers la loi et l'ordre est une réponse à l'héritage de mon père, et non, le produit de ma naissance en milieu carcéral. Comprendre mon essence et mon rôle dans Les Misérables de Victor Hugo nécessite de plonger au cœur de mes convictions. Je me dévoue corps et âme à la loi, à l'ordre, et surtout à une justice sans faille. Mon univers est noir ou blanc, il n'y a pas de place pour le gris dans la loi. Ma rencontre avec Jean Valjean, ce bagnard en fuite, est le pivot de ma vie et de ma carrière. Il incarne tout ce que je méprise et combats, mais aussi tout ce que la loi doit, à mes yeux, réprimer sans relâche. Ma quête incessante pour capturer Jean Valjean me mène à travers la France, et chaque rencontre avec lui est une confrontation entre la justice et la miséricorde, entre la lettre de la loi et son esprit. Je vois en lui la faillite du système de réhabilitation, mais aussi une énigme, qui défie mes croyances les plus profondes. L'événement clé qui façonne mon parcours est sans doute le moment où Jean Valjean m'épargne la vie dans les égouts de Paris. Cette miséricorde de la part d'un criminel bouleverse tout ce en quoi je crois. C'est une remise en question fondamentale de ma vision du monde et de la justice. Suite à cet acte, mon univers s'effondre. La boussole morale qui guidait jusqu'alors chacun de mes pas se brise. Comment un homme que j'ai toujours considéré comme un malfrat peut-il faire preuve d'une telle grandeur d'âme? Pourquoi sa compassion me déstabilise-t-elle à ce point? Ce sont ces questions qui mènent à mon ultime décision. Incapable de concilier la loi avec la bonté humaine manifestée par Jean Valjean, je choisis de mettre fin à ma vie, un acte qui, dans sa finalité tragique, révèle l'échec de mon existence rigide et impitoyable. Ma présence dans l'histoire est essentielle non seulement pour incarner la loi et l'ordre, mais aussi pour symboliser l'inflexibilité d'un système qui ne permet pas l'évolution personnelle. En fin de compte, je suis un homme déchiré entre ce que la loi dicte et ce que la vie révèle, et c'est cette lutte qui résume mon rôle dans cette fresque humaniste et complexe. Les missions. Ma première mission est celle d'assurer l'ordre et la justice dans Paris, une tâche qui me demande de poursuivre les criminels et les fugitifs sans relâche. Parmi eux, Jean Valjean, un forçat évadé, est devenu l'obsession de ma vie. Te dirais-je que cette chasse est autant une croisade contre le vice qu'un devoir impérieux d'homme de loi? Dès notre première rencontre à l'hospice de la Madeleine, où il se cachait sous le nom de Monsieur Madeleine, ma suspicion a germé,
mû par une conviction inébranlable en la culpabilité de cet homme. Ma seconde grande quête m'a mené aux barricades de juin 1832, où, espionnant les insurgés pour la police, je fus capturé par eux. Mon sort ironique a voulu que Jean Valjean, l'homme que je traquais, décide de sauver ma vie, ce qui a ébranlé mes convictions. Là, sous les pavés parisiens, entre les cris de liberté et les coups de feu, j'ai été pris et jugé par ceux que je chassais. Et c'est Jean Valjean, cet homme que je traquais, qui m'a sauvé des mains de la mort. Comment ne pas sentir l'ironie de mon sort, toi qui écoutes? Sa miséricorde a ébranlé les fondations mêmes de mes convictions. De là, ma troisième et dernière mission, celle qui m'a été imposée non par la loi, mais par un conflit intérieur dévorant, était de réexaminer mon idéologie rigide. Chaque interaction avec Jean Valjean, chaque acte de bonté insoupçonné de sa part, a façonné cette quête qui a finalement conduit à mon retrait des affaires humaines, incapable de concilier la justice avec la compassion. Cette transformation, si douloureuse soit-elle, révèle l'ampleur de ma dévotion à la loi, et en même temps, elle expose mes failles profondes. Ta compréhension de mon histoire peut-elle transcender le noir et blanc de la loi pour embrasser les nuances grises de la justice humaine? Ainsi, ces missions, en tissant le fil de ma vie, ont tissé aussi le canevas de ma rédemption. La moralité. Tu me connais, lecteur, comme l'incarnation de la loi et de l'ordre dans Les Misérables de Victor Hugo. J'ai toujours suivi les règles, sans jamais faillir, car pour moi, la loi est absolue, un phare dans la nuit de l'incertitude morale. Mon devoir m'a toujours guidé, même face à Jean Valjean, cet ancien forçat qui défiait sans cesse mon univers de rigueur et de discipline. Il est vrai, j'ai traqué cet homme, non par vengeance, mais par fidélité à la justice. Tu te rappelles sûrement comment j'ai scrupuleusement surveillé Jean Valjean lorsqu'il était maire sous un faux nom. Pour beaucoup, mes actions semblent excessives, voire cruelles. Mais n'oublie pas que mon engagement est pour la justice. Ce n'est pas de l'acharnement mais une forme de loyauté envers ce que je crois être le bien. En dénonçant Jean Valjean, j'étais convaincu de protéger la société contre un homme que je considérais toujours comme un criminel. Mon approche de la morale est complexe, tu dois le comprendre. Elle est basée sur une croyance inébranlable en la loi, qui ne souffre d'aucun compromis. Pour moi, la vertu réside dans l'obéissance et la discipline. Ces valeurs ont guidé chacune de mes actions, même si elles m'ont mené à des dilemmes douloureux. L'affaire de la femme Fantine, par exemple, a été un moment de profonde introspection. Son désespoir et la misère que j'ai contribué à perpétuer en suivant aveuglément la loi ont ébranlé, mais non éteint ma conviction. Il est admirable, tu ne trouves pas, ce courage de rester ferme face à la tentation de la compassion qui pourrait fausser le jugement? Mon adhésion sans faille aux règles peut paraître rigide, mais elle est aussi un gage de stabilité et de prévisibilité dans un monde en proie au chaos. Cette trajectoire, mon parcours, révèle une vérité plus grande sur les misérables. Hugo explore les nuances de la justice, la balance entre la loi et la morale, le châtiment et la rédemption. Ma vie, ma lutte intérieure montre que même les plus fervents défenseurs de la loi sont confrontés à des tourments moraux. À travers moi, Hugo questionne la justice elle-même, illustrant que l'application rigide de la loi peut parfois aboutir à des conséquences moralement questionnables. Ma fin tragique, mon suicide, est la culmination de ce conflit interne. En me retrouvant face à la bonté inconditionnelle de Jean Valjean, j'ai été confronté à l'insuffisance de ma propre mesure du juste. Cet acte final, loin d'être une défaite, est une révélation, la loi que j'ai servie toute ma vie peut être impuissante face aux complexités du cœur humain. Hugo nous montre ainsi que la vraie justice doit inclure la miséricorde et la compréhension humaine, des éléments que j'ai trop tard reconnus. Lecteur, vois en moi non pas seulement un antagoniste, mais le reflet de tes propres luttes entre le devoir et la conscience, la loi et la justice. Ma vie est une interrogation permanente sur ces équilibres délicats, une méditation sur la nature même de la justice et de la rédemption. La parole de Fantine. Le rôle. Je suis Fantine, une des âmes égarées des Misérables, l'épopée de Victor Hugo qui peint avec tant de douleur et de vérité le portrait des misérables de la France du XIXe siècle. Ma vie est une série de malheurs et de sacrifices,
un témoignage des difficultés que rencontrent les femmes de mon époque, abandonnées et sans ressources. Ma descente vers la misère commence par un amour perdu, Tholomyès, qui me laisse seule et enceinte, ce qui s'aggrave avec la naissance de ma petite Cosette, que je dois confier à des inconnus pour pouvoir travailler. Dès lors, mon existence se transforme en lutte constante pour sa survie et la mienne. Chaque jour est un combat contre la faim, le froid, l'injustice. Je te parle depuis le fond de mon cœur, te révélant comment la société m'a poussé dans ses recoins les plus sombres. Vendre mes dents, mes cheveux, et finalement mon corps, ne sont que les étapes de ma chute dans un monde impitoyable qui préfère me juger plutôt que de m'offrir une main secourable. Mon rôle dans cette histoire est celui d'un miroir reflétant les cruautés et les échecs de notre société. Par mon histoire, Hugo expose les failles du système social, l'indifférence et la corruption qui nourrissent la misère humaine. À travers mes yeux, tu vois l'effet dévastateur de la pauvreté et de l'exclusion. La douleur que j'endure n'est pas seulement personnelle mais universelle, et elle résonne à travers les âges. C'est dans ma déchéance que je révèle la force de l'esprit humain, et dans mon amour pour Cosette, l'espoir persiste malgré l'adversité. Le moment le plus poignant de ma vie, mon arrestation pour avoir agressé un bourgeois qui me provoquait, marque un tournant. C'est ici que l'injustice de ma situation devient évidente pour tous. Ce n'est pas seulement mon combat, mais le combat de toutes les femmes opprimées que je représente. Ma voix s'élève pour te dire que malgré ma disparition prématurée, mon esprit et mon histoire continuent d'inspirer compassion et changement. En moi, tu trouves le portrait vivant des sacrifiés de la société, ceux dont la souffrance alimente la flamme de la révolte et du renouveau. Les missions. Ma première mission est de survivre et de protéger ma petite Cosette. Tombée dans la misère, je m'échine à Montreuil-sur-Mer, luttant contre la faim et le froid, tenant à distance le spectre de l'indigence pour assurer un avenir à mon enfant. Toi qui écoutes, comprends la force d'une mère. Chaque sou gagné par mon labeur chez Monsieur Madeleine est une forteresse bâtie autour de sa fragile existence. Ma quête devient plus désespérée à Montreuil-sur-Mer, où je travaille sous de faux prétextes, essayant de cacher mon passé et la vérité sur ma fille pour éviter le jugement et la misère. Ma mission évolue alors en un combat incessant pour échapper à la précarité et à l'injustice, cherchant refuge et sécurité pour nous deux. Je me débat dans les raies de l'adversité, chaque décision prise est un pas vers l'espoir d'une vie meilleure. Lorsque je tombe malade, ma mission prend une teinte plus sombre, celle de laisser Cosette dans des mains bienveillantes. Je me repose sur la promesse de Monsieur Madeleine de veiller sur elle après mon départ. Mes objectifs, initialement concentrés sur notre survie immédiate, se transforment en un désir ardent de voir Cosette épanouie, loin des ombres de la pauvreté et de l'oppression. En te parlant, je te fais voir comment ces missions tissent la trame de ma transformation. De simple victime des circonstances, je deviens actrice de mon destin, cherchant rédemption à travers le sacrifice pour ma fille. Ma vie, marquée par les épreuves, devient un témoignage de résilience et d'amour maternel, écho persistant dans le cœur de ceux que j'ai touchés. Chaque mission, chaque épreuve forge en moi une nouvelle force, me rapprochant de cette paix intérieure tant recherchée. Mon histoire est une lutte, mais aussi une histoire de transformation profonde, où le dévouement maternel et la quête de justice résonnent bien au-delà de mon propre récit. La moralité. Tu sais, lecteur, que je n'ai jamais eu une vie simple. Née dans la pauvreté, j'ai aimé, j'ai perdu, et pour sauver ma petite Cosette, j'ai dû faire face à des choix qui t'auraient peut-être déchiré le cœur comme ils ont déchiré le mien. À chaque pas vers le sacrifice, j'ai lutté contre la misère, l'oppression et le jugement. Je te confie cela, non pour chercher ta pitié, mais pour que tu comprennes les racines de mes actes. Lorsque j'ai laissé Cosette chez les Thénardier, croyant à leur bonté, je m'étais confié à la foi en l'humanité. Chaque sou que j'envoyais, je le gagnais par des larmes et du sang, littéralement tu sais. Les choix que j'ai faits, comme vendre mes cheveux, puis ma dent, jusqu'à sacrifier mon corps, étaient des actes de désespoir mais aussi d'amour inconditionnel.
Peux-tu blâmer une mère qui se détruit pour assurer un toit et un repas à son enfant? Il est aisé de me juger pour mes derniers choix, pour cette descente dans l'ombre de la nuit. Mais sache que chaque pas que j'ai fait dans les ténèbres était un pas vers la lumière pour ma fille. Chaque homme qui m'a dévisagé, chaque jugement lancé comme une pierre, n'a fait que renforcer ma résolution. C'est là, tu sais, la véritable moralité de mon histoire, le sacrifice absolu pour l'amour absolu. Cette trajectoire tragique, elle parle, n'est-ce pas, des thèmes plus larges de notre monde tels que Victor Hugo le peint. La société érige des barrières si hautes entre les misérables et les privilégiés que parfois, pour survivre, nous devons nous abaisser jusqu'à l'abîme. Et pourtant, au sein de cette noirceur, je suis restée lumineuse dans mon cœur, fidèle à l'amour pour ma fille. Mon histoire, c'est l'histoire de l'amour triomphant sur la misère, la preuve que même dans l'obscurité la plus profonde, il peut y avoir de la lumière. La parole de Cosette. Le rôle. Je suis Cosette, l'enfant malheureuse élevée par les Thénardier, devenue la fille adoptive de Jean Valjean, mon protecteur et bienfaiteur. Mon rôle dans Les Misérables de Victor Hugo est celui de l'innocence qui, malgré les épreuves, parvient à émerger dans un monde de douleur et de souffrance. Ma vie commence dans l'adversité, marquée par la maltraitance et l'exploitation, mais se transforme grâce à la bonté et au sacrifice de mon père adoptif. Dès ma plus tendre enfance, j'ai enduré la cruauté et l'indifférence. Élevé par des aubergistes sans cœur, je ne connaissais que le travail éreintant et les réprimandes incessantes. Ma rencontre avec Jean Valjean, sous le couvert de la nuit et des promesses d'une vie meilleure, marque le début de ma métamorphose. Il m'a sauvée, non seulement des Thénardier mais aussi de l'obscurité qui semblait destinée à engloutir mon existence. Ma vie avec mon père adoptif, bien que marquée par la fuite et la peur de son passé, est une période de découverte et de croissance. Sous sa protection, je fleuris, éloignée des souffrances de mon enfance. Ma transformation est aussi interne, un passage de la peur à la sécurité, de l'ignorance à l'éducation, un cheminement qui fait écho à travers l'histoire. C'est à travers mon regard que tu peux voir les changements de la société et les injustices qui persistent malgré les révolutions qui se déroulent autour de nous. Les événements cruciaux qui façonnent mon parcours sont nombreux, mais le plus marquant est peut-être la bataille aux barricades, où le destin de tant de personnages se croise. C'est ici que mon histoire d'amour avec Marius prend racine, un amour qui deviendra le symbole de l'espoir et de la continuité après tant de destruction. L'union avec Marius représente non seulement mon bonheur personnel, mais sert également de pont entre les différentes classes sociales, illustrant le thème de la réconciliation et de l'unité dans le roman. En somme, je suis le symbole de la possibilité de rédemption et du pouvoir de la bienveillance humaine. Ma vie résume les luttes entre le bien et le mal, et montre comment un individu peut changer le cours de la vie d'un autre par des gestes de pure générosité. Ma présence apporte la lumière dans l'obscurité des misérables, soulignant que même dans les moments les plus sombres, il y a une étincelle d'espoir qui peut mener à un avenir meilleur. Les missions. Ma première mission est de survivre. Dans la froideur et l'indifférence du monde qui m'entoure, je suis cette petite enfant chez les Thénardier, esclave plus qu'adoptée, chargée des tâches les plus rudes. Chaque journée, mon objectif est simple: endurer, obéir, éviter les coups autant que possible, et trouver, peut-être, une petite lueur de chaleur humaine, même si elle est rare. Ensuite, tu verras, ma mission évolue lorsqu'un homme, Jean Valjean, se présente comme mon sauveur. Ma quête devient celle de l'amour paternel et de la sécurité qu'il m'offre. Il me libère des Thénardier et me promet de me protéger. Sous son aile, ma mission est de m'adapter à une nouvelle vie, d'apprendre à lire, à écrire, à être une jeune fille de bonne famille. C'est une transformation lente et douce, mais toujours sous la menace de notre passé qui nous poursuit. Plus tard, ma mission s'enrichit d'un nouvel amour, celui de Marius. Ici, ma quête se tisse autour du cœur et de l'esprit, car il m'ouvre à un monde au-delà de mon existence protégée avec Jean Valjean. Cet amour me confronte à de nouvelles responsabilités,
comprendre les enjeux sociaux et politiques qui agitent Paris, et choisir entre l'amour pour cet homme et ma loyauté envers celui qui m'a élevé. À travers ces missions, mon rôle devient celui d'un pont entre les personnages, mais aussi entre les classes sociales et les idéaux. Chaque personnage que je rencontre, que ce soit Éponine ou Javert, influe sur ma compréhension du monde, et donc sur ma mission de trouver ma place en son sein, tout en restant fidèle à mes valeurs. Ces missions, tu le vois, ne sont pas de simples tâches, elles sont le cœur de ma transformation. De la petite fille maltraitée à la femme amoureuse et consciente, chaque mission contribue à ma rédemption et à celle de mon père adoptif. Chaque pas en avant est un pas vers la liberté, non seulement la mienne, mais aussi celle de ceux que j'aime. La moralité. Tu sais, lecteur, ma vie n'a pas été simple dès le début. Jeune, j'étais entourée de ténèbres et de misère, élevée par les Thénardier qui ne me voyaient que comme un fardeau ou un moyen de gagner de l'argent. Mais pense à la force que cela m'a donnée, d'apprendre sitôt les rigueurs du monde. Chaque privation, chaque injustice, m'enseignait la valeur de la vertu et de la bonté que j'ai vu briller si clairement en mon père adoptif, Jean Valjean. Ce père, cet homme au passé si complexe, m'a appris par son exemple même les nuances de la moralité. Oui, il a volé et trompé, mais toujours poussé par une nécessité ou un désir ardent de protéger et de servir. Toi, lecteur, n'as-tu jamais ressenti cette lutte entre le bien et le mal, entre ce qui est légal et ce qui est juste? Jean Valjean, dans sa bonté, m'a sauvé, m'a élevé, m'a aimé comme la plus précieuse des perles. Sa dévotion a allumé en moi un amour et un respect profond pour la loi de l'amour, bien au-delà de la loi des hommes. Sa transformation m'a montré que les actes que nous pourrions juger répréhensibles peuvent souvent être revisités sous un jour nouveau. Imagine-toi, prendre le parti de quelqu'un qui a volé du pain. Et pourtant, à travers lui, j'ai vu que les actions, même critiquables, peuvent être le fruit de nobles intentions. Cela m'a enseigné une grande leçon sur la relativité de la morale et sur l'importance de comprendre les motifs avant de juger. Et quelle ampleur cela prend dans les grands thèmes de Les Misérables. L'amour, le sacrifice, la rédemption qui se joue à chaque page. En suivant mon histoire, tu vois comment ces thèmes se tissent étroitement avec la lutte de chaque personnage pour trouver sa propre paix et justice. Ma trajectoire, marquée par la bienveillance de Jean Valjean, démontre que l'amour peut véritablement transcender les classes, les lois, et même les péchés passés. N'oublie jamais, cher lecteur, que derrière chaque visage marqué par la vie, il y a une histoire qui mérite d'être entendue et comprise. C'est un des messages les plus puissants que Victor Hugo tente de nous transmettre à travers ses écrits. La compassion et la compréhension sont les vraies clés de la morale, celles qui ouvrent les cœurs et les esprits, qui allègent les fardeaux et éclairent les chemins sombres de nos existences. La parole de Marius Pontmercy. Le rôle. Tu me connais peut-être comme Marius Pontmercy, ce jeune homme de noble naissance, mais orphelin, élevé dans l'ombre d'un grand-père austère et distant. Mon histoire dans Les Misérables de Victor Hugo est celle d'une quête incessante de justice, d'amour et de compréhension. Dès mon plus jeune âge, je me suis trouvé en désaccord avec les idéaux royalistes de mon grand-père, ce qui m'a conduit à embrasser les idéaux républicains, reflétant ainsi les tumultes politiques de mon époque. Je te parlerai d'abord de ma solitude et de ma pauvreté qui m'ont poussé à me replier sur moi-même, et à chercher du réconfort dans les livres, et les idéaux de justice. Mais tout a changé quand j'ai rencontré Cosette. Son amour a été pour moi une révélation, une lumière dans l'obscurité de ma vie. Elle est devenue ma raison de vivre, mon tout. Mais mon parcours n'a pas été seulement un chemin d'amour, il a été aussi un chemin de lutte. J'ai rejoint les barricades de juin 1832, poussé par mon désir ardent de changement social et politique. Là, entre les pavés et les coups de feu, j'ai compris l'importance de l'engagement personnel pour la cause commune. Les amis de l'ABC, ces jeunes hommes idéalistes et ardents, m'ont accueilli parmi eux, et ensemble, nous avons rêvé d'une société meilleure. Cet engagement m'a façonné, m'a transformé. Je suis passé d'un jeune homme timide et réservé,
à un combattant pour la liberté. Chaque épreuve sur les barricades, chaque perte d'un ami, chaque moment passé à lutter pour la justice a sculpté en moi une détermination inébranlable. Pour toi, je ne suis peut-être qu'un personnage parmi d'autres dans l'épopée de Hugo, mais je représente l'espoir et la transformation. Mon rôle dans Les Misérables est de te montrer que malgré les obstacles, les souffrances, l'amour et les convictions peuvent transformer profondément un homme. Ma vie est un témoignage de ces luttes intérieures et extérieures, où chaque pas vers l'avant est un pas vers une humanité meilleure. Les missions. Ma première mission est celle de la justice sociale, une quête qui m'emmène sur les barricades aux côtés de mes frères révolutionnaires. Lutte pour l'égalité, pour un monde où la misère ne dicte plus sa loi. Cette mission naît de mon indignation face aux inégalités flagrantes que j'observe à Paris, et de mon désir de porter haut les idéaux républicains. Ma deuxième mission, plus personnelle, est de protéger Cosette, l'amour de ma vie. Dès l'instant où mes yeux croisent les siens, je sais que je ferai tout pour elle. Cette mission de protection devient un symbole de mon engagement non seulement envers elle mais également envers les valeurs de fidélité et d'amour pur. Elle est le phare dans la tempête de ma vie, le symbole d'un avenir meilleur que je m'efforce de construire. Au fur et à mesure que l'histoire progresse, ces missions s'entrelacent de manière de plus en plus complexe. La révolution et l'amour se confrontent, m'obligeant à des choix déchirants entre mon engagement politique et mon devoir envers Cosette. Chaque décision que je prends est guidée par ces deux étoiles polaires, bien que souvent, elles semblent mener dans des directions opposées. Ton implication, cher lecteur, dans mon voyage me pousse à réfléchir sur la nature du sacrifice et de la loyauté. Ces thèmes, essentiels dans Les Misérables, se tissent à travers mes actions et celles de mes compagnons, illustrant la lutte incessante entre les idéaux personnels et collectifs. La culmination de ces missions, sur les barricades et dans les rues sombres de Paris, où chaque pas est un pas vers la rédemption ou la damnation, forge en moi un homme nouveau. Par mes luttes, je cherche la rédemption non seulement pour moi-même, mais pour tous ceux que j'entraîne avec moi, dans cette quête de liberté et de justice. Ces missions, en fin de compte, contribuent à ma transformation. De l'étudiant idéaliste au combattant déterminé, chaque mission m'amène à un plus profond questionnement sur la justice, l'amour et le sacrifice. C'est à travers elle, que je trouve un chemin vers la paix intérieure et une compréhension de ce que signifie vraiment être libre. La moralité. Tu comprendras, cher lecteur, que les dilemmes de mon cœur sont ceux de tout homme poussé par un idéal, mais enchaîné par les circonstances de la vie. Pense à cet instant où, dans l'ombre des barricades, je me devais de choisir entre mon amour pour Cosette et ma fidélité aux idéaux de mon père, par la pensée, celui qui avait pris soin de l'amour de ma vie avant même que je ne la connaisse. Mon choix de rester auprès de mes amis, ceux qui luttaient pour une cause que nous croyions juste, ne fut pas sans douleur. Et pourtant, ce même choix révèle une vertu, celle du sacrifice pour ce que l'on croit juste, malgré les coups personnels. Ce comportement que certains pourraient juger comme une trahison envers Cosette, puisque je risquais ma vie sans penser à notre avenir, est en vérité un témoignage de ma loyauté envers une cause plus grande. Chaque balle qui sifflait à mes oreilles sur les pavés de Paris était un rappel de mon engagement, non seulement envers les miens mais aussi envers un idéal de justice et de liberté pour tous. Cette action, je la porte comme une médaille, non comme un fardeau. La route que j'ai parcourue, parsemée de choix difficiles et de sacrifices, est une réflexion sur les thèmes plus larges de notre existence collective. Les Misérables n'est pas simplement une histoire de luttes individuelles, c'est une fresque qui peint les combats universels entre justice et oppression, amour et devoir, jeunesse et maturité. En me dépeignant ainsi, je t'invite à considérer non pas seulement ma vie, mais le monde à travers mes yeux. Les tourments que j'ai vécus et les décisions que j'ai prises t'offrent, je l'espère, une fenêtre sur ces dilemmes universels. Quand tu refermeras ce livre, peut-être regarderas-tu autour de toi avec une nouvelle compréhension de ces combats qui, bien que situés dans un passé lointain, résonnent encore dans le cœur de chacun de nous aujourd'hui. La parole de Monsieur Thénardier. Le rôle. Tu veux donc savoir qui je suis vraiment, n'est-ce pas? Je me présente, je suis Monsieur Thénardier, aubergiste de Montfermeil,
mais bien plus que cela, je suis un homme d'affaires astucieux, un survivant dans une société impitoyable. Mon rôle dans Les Misérables de Victor Hugo? Ah, je suis celui qui exploite sans scrupule, l'opportuniste éhonté qui tire profit de la misère des autres. Je représente les bas-fonds de la société parisienne, l'antithèse du héros moral, mais indispensable à la complexité de ce tableau social. Je me suis d'abord illustré par mon traitement des petits Cosette et Gavroche, utilisant leur innocence à mon avantage, extorquant de l'argent à leurs protecteurs. Ma femme et moi, nous avons extorqué Fantine en lui demandant de l'argent en échange de soins prétendus à Cosette, soins que nous n'avons jamais donnés. Cette exploitation de la misère humaine souligne le contraste entre la générosité des uns et la corruption des autres. Au fil de l'œuvre, mon parcours prend une tournure plus sombre encore. De petit criminel, je me transforme en criminel de guerre lors de la bataille de Waterloo, où je dépouille les morts sans l'ombre d'un remords. Cet événement clé révèle toute l'ampleur de ma dépravation. Il met en lumière non seulement ma capacité à profiter des circonstances, quelles qu'elles soient, mais aussi mon ingéniosité dans la survie. Mon rôle, tu vois, est de montrer que dans chaque société, il existe des êtres qui prospèrent sur la souffrance d'autrui. Je suis le miroir sombre des actions héroïques de personnages comme Jean Valjean. Là où il y a de la vertu, il doit y avoir du vice pour que le tableau soit complet. Ma présence dans l'histoire accentue les thèmes de la rédemption, de la justice et de l'injustice, illustrant que le mal est aussi réel et puissant que le bien. Ma transformation n'est pas celle de la rédemption mais de l'escalade dans la noirceur, reflétant ainsi la permanence de la nature humaine dans ses aspects les plus sombres. Ma capacité à manipuler et à survivre dans un monde impitoyable montre que je suis, en effet, un produit et un commentateur de mon époque. Les missions. Ma première mission est de tirer profit de la misère des autres. Je suis aubergiste, mais pas de ceux qui se contentent d'accueillir voyageurs et commerçants. Non, mon objectif est plus sinistre, et la première étape de mon plan s'articule autour de la jeune Cosette. La misère, vois-tu, est une mine d'or pour ceux qui savent l'exploiter. Je l'utilise comme servante, l'exploitant sans vergogne, tout en soutirant à sa mère, Fantine, le plus d'argent possible sous prétexte de soins et de nourriture pour l'enfant. Au fur et à mesure que l'histoire avance, mes ambitions se transforment et se diversifient. Après avoir exploité Fantine jusqu'à sa mort, je découvre une nouvelle opportunité en Jean Valjean, l'homme qui vient chercher Cosette. L'instinct me pousse à le reconnaître comme un ancien bagnard. Je vois là une chance de chantage. Ainsi, ma mission évolue vers l'extorsion et la manipulation, non seulement des pauvres âmes désespérées, mais aussi de ceux qui semblent au-dessus de toute précarité. Mes interactions avec Jean Valjean révèlent une facette encore plus sombre de mon caractère. L'avidité me guide, et je le traque, cherchant à le dénoncer aux autorités pour une récompense. Chaque mission que j'entreprends est reliée par le fil commun de la cupidité, et du mépris pour la condition humaine. Mon épouse, Madame Thénardier, partage mes ambitions et ensemble, nous formons un duo redoutable, parfaitement adapté à nos desseins malhonnêtes. Cette quête incessante de profit à travers la souffrance d'autrui finit par modeler ma propre fin. Je sombre plus profondément dans la criminalité, m'impliquant dans des affaires louches qui vont au-delà du simple chantage et qui englobent vol et association de malfaiteurs. La transformation est telle que je finis par perdre tout ce que j'avais, errant misérablement, victime de ma propre voracité. Toutes ces missions, imbriquées les unes dans les autres, ne mènent qu'à ma chute et à mon isolement. La course derrière l'argent et le pouvoir m'éloigne de toute rédemption possible, me laissant errer comme une âme en peine, loin de la société qui pourrait offrir le pardon. Voilà le portrait de ma vie, marqué par l'opportunisme et la décadence, un exemple sombre de ce que l'homme peut devenir lorsqu'il est aveuglé par ses propres désirs. La moralité. Ah, te voilà, prêt à écouter les confessions d'un homme que beaucoup jugeraient sans scrupule, mais qui, en vérité, n'est qu'un produit de son époque et de ses circonstances. Regarde-moi, je suis Monsieur Thénardier, souvent vu comme un scélérat, un opportuniste, mais n'ai-je pas aussi été un père et un mari? Mes actions, tu les connais, piller les morts sur les champs de bataille, extorquer de l'argent aux pauvres âmes qui croisaient ma route, mais réfléchissons ensemble à la nature de ces actions.
N'était-ce pas, en quelque sorte, un acte de survie dans un monde qui ne m'a offert aucune pitié? Je t'invite à considérer la bataille de Waterloo, où, tout comme les corbeaux, je récupérais les débris laissés par les autres. Était-ce immoral? Peut-être aux yeux de certains, mais pour moi, c'était une question de survie, de tirer profit de chaque opportunité dans une époque où la mort était partout. Les victimes ne se plaignaient pas, et ceux qui restent, ne cherchent-ils pas aussi à survivre? Lorsque je pense à Cosette, la petite que nous avons recueillie, je vois une transaction, pas de l'exploitation. Je lui ai fourni un toit, une protection, aussi précaire fût-elle. En échange, ses petites mains servaient bien à l'auberge. Cela te choque-t-il? À cette époque, chacun doit contribuer, même les enfants. Le monde est un endroit cruel, et si tu ne prends pas ce que tu peux, tu finiras par être pris. Ah, et le chantage à Monsieur Valjean, un homme qui, sous sa façade de respectabilité, cache lui aussi ses secrets. N'est-ce pas là le jeu équitable de la vie? Chacun utilise les cartes qu'il a en main pour obtenir ce qu'il désire. Et moi, j'ai joué ces cartes du mieux que je pouvais pour protéger les miens et assurer notre survie. Ce que tu dois comprendre, c'est que ma vie et mes actions révèlent une vérité plus grande sur notre monde. Les Misérables n'est pas juste une histoire de bien contre mal, mais une peinture complexe de la survie humaine, des gris entre les noirs et les blancs de la moralité. En moi, tu vois non pas un monstre, mais un miroir de la société. Une société qui te force à devenir soit un prédateur, soit une proie. En somme, ma trajectoire, elle parle de résilience, de débrouillardise dans un monde impitoyable. Regarde autour de toi, et dis-moi si les choses ont vraiment changé. Ne sommes-nous pas tous des Thénardier à notre manière, luttant dans les marges, faisant ce que nous pouvons pour gravir un échelon ou deux? Voilà la leçon de ma vie, et c'est celle que Victor Hugo te laisse découvrir à travers les lignes de son œuvre magistrale. La parole de Madame Thénardier. Le rôle. Je suis Madame Thénardier, souvent vue comme une femme sans cœur et cruelle, mais laisse-moi te raconter mon histoire, mon rôle dans cette vaste épopée des Misérables. Je suis l'épouse de Thénardier, aubergiste de Montfermeil, et ensemble, nous exploitons l'innocence et la misère des autres pour survivre dans un monde impitoyable. Ma vie n'est pas faite que de noirceur, comprends-le, elle est aussi un reflet de la survie dans la misère de notre époque. Ma présence ajoute une dimension cruciale à l'œuvre, celle de l'antagoniste sans morale apparente, qui contraste vivement avec la pureté et la vertu d'autres personnages comme Fantine et Cosette. Je représente les ombres de la société, celles qui trahissent et manipulent pour leur propre bénéfice. Ma manipulation de Cosette, par exemple, est un témoignage de mon désespoir et de ma détermination à tirer profit de toutes les situations, même au détriment d'une enfant innocente. Tu vois, mon rôle ne se limite pas à celui d'une simple méchante, il sert à mettre en lumière les failles et les vices de la société. Mon interaction avec Jean Valjean, notamment lorsqu'il vient racheter Cosette, expose le contraste frappant entre rédemption et perdition. À travers mon personnage, Hugo, explore les thèmes de la corruption, de l'égoïsme et des conséquences de la pauvreté. Mon parcours est aussi celui d'une transformation, non pas vers le bien, mais dans l'escalade de mes vices. Les événements, tels que la perte de notre auberge, et notre descente dans la criminalité, ne font qu'accentuer ma nature rusée et opportuniste. Chaque coup du sort qui nous frappe, mon mari et moi, nous pousse plus loin dans nos entreprises criminelles, culminant dans nos tentatives d'extorsion envers Jean Valjean. Ce que tu dois retenir de moi, c'est que je suis un rouage essentiel de cette histoire, un symbole de l'avidité humaine et de la dépravation morale qui interroge continuellement la frontière entre la survie et la moralité. Hugo, à travers mon existence, interroge la nature humaine, exposant à nu ses vices dans leur forme la plus brutale. Les missions. Ma première mission est de survivre par tous les moyens dans un monde qui n'offre que peu de répit aux âmes brisées comme la mienne. Je m'emploie à tirer profit des gens, sans scrupules ni remords. Mon auberge, c'est mon royaume de manipulation et d'exploitation, et chaque visiteur en est le sujet involontaire. Tu vois, mon cher,
dans ce Paris du XIXe siècle, on ne vit que par la ruse et le vol. Ma seconde grande entreprise, c'est l'exploitation de Cosette, cette pauvre orpheline que mon mari et moi avons recueillie sous prétexte de charité. Sa misère est ma fortune. Je la charge des tâches les plus lourdes, la nourris à peine, tout cela pour extorquer encore et toujours plus d'argent à son misérable père, ce Fantine, qui se saigne aux 4 veines pour payer ce qu'il croit être son entretien. Cela, tu comprends, reflète l'économie perverse des âmes que j'ai érigée en système. À mesure que l'histoire avance, mon obsession pour l'argent s'accroît. Mon avarice me conduit à des confrontations toujours plus viles avec Jean Valjean, l'homme derrière la rédemption de Cosette. Ce conflit avec lui met en lumière ma déchéance morale, mais aussi l'impitoyable réalité de notre société. Chaque interaction avec lui est un miroir de mon âme corrompue, et tu sais, cela finit par sculpter mon destin. Toutefois, à mesure que mes manœuvres s'intensifient, elles commencent aussi à se déliter. Ma quête incessante de profit à travers l'exploitation et la tromperie conduit inévitablement à ma propre ruine. L'échec de mes plans face à la constante bonté de Jean Valjean sert de révélateur de mon inhumanité. C'est dans cette spirale que réside ma transformation, non pas vers la rédemption, mais plutôt vers une chute inéluctable. Ainsi, à travers mes échecs et mes vices, je deviens un exemple tragique des ravages de l'avidité humaine et de la dépravation morale. Mes missions, tu l'auras compris, sont le fil rouge de ma perdition. Elles illustrent le coût humain d'une vie consacrée à l'égoïsme et au mépris d'autrui, et comment ces poisons finissent par consumer leur hôte. La moralité. Tu sais, cher lecteur, les gens me jugent souvent sans chercher à comprendre les tréfonds de mes actions. Ma vie, tu la connais à travers les pages écrites par Hugo, mais laisse-moi te parler de mes dilemmes, de mes choix. Mon mari, Thénardier, et moi, nous avons dû lutter pour survivre dans un monde qui ne nous a pas fait de cadeaux. Ainsi, quand j'exploite Cosette, je le fais non par malice, mais par nécessité. Elle était là, une aide précieuse, pourquoi aurais-je dû ignorer une telle opportunité de simplifier notre quotidien? Considère aussi mon attitude envers mes filles, Éponine et Azelma. J'ai toujours veillé à ce qu'elles ne manquent de rien, du moins autant que possible dans notre misère. N'est-ce pas là une forme de moralité, de veiller à la survie des siens avant tout? Tu pourrais penser que mes actions sont répréhensibles, mais je t'invite à les voir comme des actes de survie. Dans notre gîte misérable, chaque sou, chaque morceau de pain compte. Je ne suis pas né cruel, la vie m'a façonné ainsi, elle m'a appris à être dur, à ne pas montrer de faiblesse. Et puis, regarde ce que mes actions révèlent sur les thèmes plus larges de cette histoire. La misère engendre la misère, tu ne trouves pas? Hugo lui-même ne cesse de peindre cette société où les pauvres, comme nous, sont poussés dans leur dernier retranchement. À travers mon histoire, il montre que dans un monde injuste, les choix moraux ne sont pas noirs ou blancs, ils sont teintés par les circonstances, parfois sombres, parfois désespérées. Alors, quand tu juges Madame Thénardier, pense à cela. La vie ne m'a pas offert de choix facile, et chaque décision que j'ai prise, bien que dure, était une tentative de survivre un jour de plus dans ce monde impitoyable. Mon histoire, c'est aussi l'histoire de la lutte, de la survie à tout prix. Et dans cette lutte, n'y a-t-il pas aussi une forme de dignité, une étincelle de moralité, même si elle te semble étrange? La parole d'Éponine. Le rôle. Tu sais, je suis Éponine, la fille de Thénardier, élevée dans une famille de gredins, mais mon histoire est bien plus que celle d'une simple miséreuse. Au fond, je suis une âme perdue qui cherche sa place dans un monde chaotique. Je suis celle qui connaît les rues de Paris mieux que quiconque, qui arpente les pavés, qui survit en dépit des épreuves. Mon rôle dans Les Misérables n'est pas seulement celui de la fille d'aubergiste véreux, je suis une figure tragique, façonnée par la misère et les circonstances. Tu comprendras que mon existence est marquée par l'amour non partagé que je porte à Marius, cet homme qui incarne tout ce que je ne serai jamais.
Mon amour pour lui me pousse à des actes de bravoure et de sacrifice qui définissent mon essence même. Je deviens ses yeux dans les moments de danger, son ange gardien malgré moi. Je me transforme, passant de la fillette des rues à la protectrice, celle qui détourne le cours du destin avec un bout de papier trempé de pluie, celui qui devait mener Marius dans une embuscade. Cet événement, le moment où je choisis de sauver Marius en lui donnant une fausse adresse, marque un tournant. C'est là que je me transcende, où je me définis non plus comme la fille de mon père, mais comme celle qui aime sans limite. Ce choix me coûte cher, tu sais. Il me mène à ma propre fin, sous les balles aux barricades, cherchant à protéger celui que j'aime. En fin de compte, je suis le témoin de la Révolution, un symbole de sacrifice. Mon histoire est une toile de fond pour les grands idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité. À travers mes yeux, tu vois la misère de Paris, l'amour inconditionnel, et la tragédie de ceux qui sont oubliés par l'histoire. Les missions. Ma première mission est de survivre dans le labyrinthe des rues de Paris, où je vends de l'eau tout en scrutant les passants, espérant y déceler une opportunité de voler ou de soutirer quelques sous. Je te vois, lecteur, t'interroger sur la morale de mes actes, mais sache que la survie ne choisit pas ses moyens. Cette quête de subsistance me mène à une rencontre déterminante, celle de Marius Pontmercy, dont je tombe éperdument amoureuse. Ma mission se métamorphose alors, elle devient celle de gagner son amour, bien qu'il ne voie en moi qu'une amie fidèle. Au fil des pages, ma dévotion pour Marius m'oblige à une autre grande entreprise, celle de le protéger. Cela devient évident lorsqu'il s'implique dans les activités révolutionnaires des amis de l'ABC. Ma mission me pousse dans les bras du danger, à infiltrer les barricades pour avertir Marius d'un possible guet-apens. Là, je navigue entre les balles et les pavés, mue par l'amour, mais guidée par la loyauté. Cette loyauté est d'ailleurs partagée, car je deviens les yeux et les oreilles de mon bien-aimé au cœur de la Révolution, lui rapportant les mouvements et les plans de ses camarades. L'évolution de mes missions est étroitement liée à ma transformation personnelle. De voleuse à amoureuse éperdue, chaque étape me rapproche de mon ultime mission, celle de me sacrifier. Oui, tu as bien entendu, lecteur. Lors de l'assaut final sur la barricade, je choisis délibérément de me placer devant le canon pour sauver Marius. Ce geste, cette ultime mission, est mon acte de rédemption, elle est l'expression suprême de mon amour, mais aussi de ma quête pour un sens à ma vie, teintée jusqu'alors de misère et de déchéance. À travers ces missions, tu peux voir, lecteur, comment elles tissent le fil de ma vie et comment elles interagissent avec les grands thèmes de l'œuvre, l'amour, le sacrifice, la rédemption. Elles ne sont pas seulement des actions, elles sont le reflet de mon âme qui, peu à peu, se détache de l'ombre pour toucher la lumière. Chaque mission, du début à ma fin tragique, sculpte mon être et me conduit vers une fin que je choisis, non subie, une fin où l'amour transcende la mort. La moralité. Tu vois, je suis pas comme les autres. J'ai grandi dans la misère, avec un père et une mère qui m'ont appris à me débrouiller, à prendre ce qu'on me donne pas. C'est pas facile, tu comprends, d'être honnête quand ton ventre crie famine et que les pavés sont ton seul oreiller. Mais malgré tout, il y a des moments où j'ai voulu faire le bien. Pense à ce jour où j'ai caché Marius chez nous, malgré le danger que ça représentait pour moi. C'était pas pour l'argent, c'était parce que je l'aimais, tu comprends? Tu pourrais penser que voler c'est mal, mais quand t'as rien, que tu vois les autres avec tout, tu te demandes si la moralité, ça s'achète pas aussi. Moi, j'ai pris des risques pour ce que j'aimais. Comme quand j'ai décidé de ne pas dénoncer Marius au mien, même si ça voulait dire trahir mon propre sang. C'est pas un choix facile, tu sais. C'est ça, la vraie épreuve. Ça te déchire le cœur, mais au fond, ça le rend aussi un peu plus fort. Tu sais, dans la misère, on apprend vite que le monde ne te fera pas de cadeaux. Alors, quand j'ai choisi de sauver Marius en allant me mettre en danger sur les barricades, c'était ma façon de lui rendre ce qu'il m'avait donné, un peu d'espoir, une lueur dans ma nuit.
C'était peut-être la seule belle chose que j'avais à offrir. Étrange, non, comment les gestes les plus désespérés peuvent parfois être les plus purs. Cette vie, elle m'a appris que la moralité, c'est pas noir ou blanc. C'est comme les rues de Paris, pleines de nuances de gris. Chaque choix que j'ai fait, chaque rue que j'ai prise, c'était un pas vers ce que je pensais être le mieux, selon les circonstances. Peut-être que pour toi, ça paraîtra étrange, mais pour moi, chaque acte avait son importance, chaque décision son poids. Et si ça peut te sembler petit ou mal, sache que dans le fond, chaque geste portait en lui une part de sacrifice. Et tu vois, toute cette histoire, elle parle pas juste de moi, ou de Marius, ou des barricades. Non, elle parle de nous tous, de la lutte, de la souffrance, de l'amour et de la perte. C'est ça, les misérables. On est tous un peu perdus, un peu trouvés, un peu brisés, et pourtant, on continue de marcher, de chercher un sens à ce chaos. Peut-être que dans ce grand bazar, trouver une miette de bonheur, c'est déjà un grand triomphe, tu crois pas? La parole de Gavroche. Le rôle. Tu veux savoir qui je suis, n'est-ce pas? Moi, c'est Gavroche, le titi parisien, celui qui n'a rien mais qui flâne avec panache, celui qui sourit à la grisaille et fredonne au milieu du fracas des fusils. Oui, je traîne mes guêtres dans les ruelles crasseuses, les cul-de-sac de Paname où même les rayons du soleil semblent se carrer. Mon rôle dans Les Misérables? Je suis l'âme du peuple, l'étincelle dans la nuit, la joie dans le chagrin. Moi, sans un rond, sans attache, j'ai un cœur qui déborde, un cœur qui bat pas seulement pour ma pomme, mais pour tous les paumés qui crèvent au combat. Je squatte les rebords, je roupille sous les arches, mais crois-moi, mon existence, c'est une sacrée épopée, un combat de tous les jours pour tirer mon épingle du jeu, et pourtant, je lâche pas mon sourire, mon envie de chanter, de m'éclater malgré les galères. Je connais le vieux Paris mieux que mes poches, et c'est dans ces ruelles que j'ai pigé les vraies leçons de la vie. Ma métamorphose, tu te la demandes? Elle a commencé le jour où j'ai capté que ma voix pouvait soulever les foules, que mes poches trouées m'empêchaient pas de partager ce que j'ai. Chaque journée est une bataille, chaque tête-à-tête une révélation. J'ai vu la dèche, ouais, mais j'ai aussi vu la générosité dans les yeux des clochards, la fraternité chez ceux qui n'ont plus rien. Un tournant dans mon histoire? Ça serait la révolte de juillet, cette insurrection où je me suis retrouvé pas juste témoin, mais acteur. J'ai balancé des pavés, j'ai hurlé avec les insurgés, j'ai aidé, érigé les barricades. Là, dans le brouhaha, dans le tumulte, j'étais plus qu'un gamin des rues, j'étais une voix pour ceux qu'on n'entend jamais. Ma chute sur la barricade, voilà qui donne un sens à tout. Crever pour la liberté, pour l'idéal, pour mes frères, ça montre bien ce que je suis, un morceau de l'âme de Paris, un symbole de bravoure et de sacrifice. Ma vie, mes éclats de rire, mes chansons, et ouais, ma fin, tout ça résume bien mon rôle dans cette vaste histoire, je suis cette petite flamme qui s'éteint jamais, même dans la nuit la plus sombre. Les missions. Ma première mission, c'est de me débrouiller dans les rues de Paris, de chiner de quoi becter et de dégoter un coin pour roupiller. Je flâne dans les rues, l'œil vif, chipant un morceau de pain ici, une pièce là, toujours sur mes gardes, un rat titi parisien. Mais je ne fais pas que ça, je deviens aussi les yeux et les oreilles des miséreux, en témoignant des bourdes qu'ils subissent chaque jour. Au fur et à mesure, mes missions se transforment. Je commence à fricoter avec les révolutionnaires, surtout avec la bande des amis de l'ABC. Je trimballe des messages et des munitions pour eux en douce. Tu vois, c'est là que ma vie prend un sacré tournant, je lutte pas juste pour survivre, mais pour des idées plus grandes que moi, pour la liberté et la justice. Mon engagement avec les insurgés me lie fort, à Bégus, comme Enjolras et Marius. Ils me voient pas seulement comme un monde des rues, mais comme un symbole de leur lutte. Plus l'histoire avance, plus mes missions deviennent risquées.
La plus périlleuse, c'est à la barricade, où je me faufile derrière les lignes ennemies pour piger des infos et je rebrousse chemin en sprint, sous le feu des fusils. Ça montre pas seulement mon cran mais aussi mon dévouement à la cause des fauchés. Ces actions, t'as vu, c'est pas juste des coups pour rester en vie ou pour l'aventure, elles reflètent les thèmes béton de l'œuvre de Victor Hugo, la bataille contre l'oppression, le sacrifice et la rédemption. Chaque mission que je prends me rapproche de ma transformation ultime, de môme des rues, à héros de la Révolution, prêt à claquer pour mes idéaux. Mes missions, au final, elles montrent le chemin d'un gamin paumé, vers un martyr de la liberté, en influençant ceux autour de moi et en incarnant l'esprit de résistance qui anime les misérables. Et à travers mes yeux, tu vois, Paris change, les Parisiens aussi, et même si je sais que je vais y laisser ma peau, je sens que je fais partie de quelque chose de grand, quelque chose qui va changer nos vies à tous ici. La moralité. Écoute, gamin, si tu veux comprendre ma vie, faut que tu saches comment je fais pour tenir le pavé avec honneur, même dans la crasse de Paris. J'ai pitié des miches de pain, c'est vrai, mais quand les tripes crient famine, c'est que l'honneur c'est pas de la bouffe. C'est un truc de riche, ça, l'honneur qui te remplit pas l'estomac. Mais regarde bien, chaque miette que j'échouais, c'était pour partager. Je suis peut-être un voleur, mais un voleur qui pense aux autres avant de penser à son propre ventre. Prends l'émeute, tu te rappelles? J'ai chanté, j'ai crié, j'ai lancé des pavés. Pas pour le plaisir de casser, mais pour qu'on nous entende, pour qu'on voit qu'on est là, même si on est petit et sale. Et quand j'ai aidé mes potes barricadiers, quand j'ai risqué ma peau pour aller chercher des munitions, c'était quoi, hein? C'était pas pour la gloire, c'était pour qu'on se batte tous ensemble, pour nos droits, pour qu'un jour peut-être on crève plus de faim. Et même dans mes pires coups, comme quand je rigole sous les balles ou que je m'infiltre dans les lignes ennemies, tu crois que je fais ça juste pour l'adrénaline? Man, je le fais pour montrer qu'un gamin des rues, il a autant de cran, sinon plus, que n'importe quel bonhomme en uniforme. C'est ça ma moralité, prouver que même si on vient du ruisseau, on peut avoir du cœur. Et tout ça, tu vois, ça dit quoi sur les misérables? Ça dit que l'espoir, il meurt jamais vraiment. Que même le plus petit des gosses peut tenir tête à l'injustice. Que même si on est né dans la crasse, on peut rêver d'étoiles. Et si un jour tu te sens perdu, souviens-toi de moi, Gavroche, le gamin qui n'a jamais baissé les bras, même face à la grande faucheuse. La parole d'Enjolras et les amis de l'ABC. Le rôle. Je suis Enjolras, incarnation de l'idéal républicain dans Les Misérables de Victor Hugo. Je suis celui qui guide les amis de l'ABC, un groupe de jeunes révolutionnaires parisiens aspirant à une société plus juste. Mon rôle, tu le verras, est celui du leader passionné, dont la détermination ne fléchit jamais, même face à la mort. Je suis né de l'aspiration à la liberté et à l'égalité, et ma vie est un combat. Je ne connais pas l'amour personnel, car ma passion est tout entière dévouée à la cause du peuple. Ma voix porte les espoirs de la jeunesse qui lutte contre les oppressions d'un régime qui piétine nos idéaux les plus chers. Lorsque je parle de mon expérience, je te parle de barricades, de rêves de liberté, et d'une fraternité forgée dans les rues étroites du Paris du XIXe siècle. Les journées de juin 1832 sont le théâtre de notre lutte, où mes compagnons et moi avons érigé des barricades dans une ultime tentative de soulever Paris contre la monarchie de Juillet. Ces moments sont l'expression la plus pure de notre engagement, où chaque pierre des barricades représente un cri pour la justice. Ce soulèvement, bien que tragique dans son dénouement, a façonné mon parcours et celui de mes camarades. Nos actions, nos discours, nos vies même sont des témoignages du désir ardent d'un peuple pour la liberté. Chacun de nous, dans cette lutte, représente une facette de l'humanité aspirant à se libérer de ses chaînes. Je termine, te laissant méditer sur l'essence de mon existence au sein de cette fresque hugolienne. Je suis le symbole de l'utopie et de la pureté de la jeunesse, sacrifiant tout pour un idéal. Ma vie, mon combat,
n'est rien d'autre que la recherche incessante d'un monde meilleur. Les missions. Ma première mission est de rallumer l'esprit de révolution dans les cœurs endurcis par la souffrance et l'oppression. Nous, les amis de l'ABC, nous nous consacrons à l'éducation du peuple, à sa conscientisation pour qu'il se lève contre ses oppresseurs. Chaque discussion dans notre petit café de la rue de la Chanvrerie se transforme en un plan pour secouer le joug de la monarchie, pour instaurer une république qui serve, véritablement le peuple. Mais ce n'est là que le début, car chaque pas vers la liberté est un chemin semé d'embûches et de sacrifices. Au fur et à mesure que l'histoire progresse, mes missions se précisent et se complexifient. Elles s'entrelacent avec les vies d'autres personnages comme Marius, ce jeune homme tiraillé entre son amour pour Cosette et son engagement envers notre cause. Ma rencontre avec lui ne fut pas un hasard, elle a modifié notre lutte, lui donnant un visage plus humain, plus palpable. Mon rôle devient alors celui d'un mentor, mais aussi d'un frère d'armes, prêt à défier la mort à ses côtés. Notre dernier soulèvement, cette barricade que nous érigeons, c'est l'apogée de nos missions. Elle est le symbole de notre résistance, un ultime cri pour la justice. Chaque pierre de cette barricade représente un espoir, un rêve d'égalité. Les combats que nous menons dans ces rues sombres de Paris ne sont pas seulement pour notre génération, mais pour toutes celles à venir. Ce n'est pas la gloire que nous cherchons, mais le droit pour chaque homme, chaque femme, chaque enfant de vivre libre. En te joignant à nous, tu ne choisis pas simplement de combattre, tu choisis de vivre debout. Et même si la mort doit être notre compagne de route, sache que notre combat continuera à vivre dans le cœur de ceux qui nous survivront. La transformation à travers ces missions est profonde. En luttant pour la liberté des autres, je me libère de mes propres chaînes, celle de l'égoïsme et de l'indifférence. La lutte pour la justice et l'égalité devient mon propre chemin de rédemption, un moyen de donner un sens supérieur à mon existence. La Révolution, avec toutes ses douleurs et ses pertes, m'a enseigné le véritable coût de la liberté et la valeur de chaque petite victoire sur l'injustice. Ainsi, en me battant, je me transforme, et j'espère transformer le monde avec moi. La moralité. Tu me demandes, lecteur, de te parler de ma moralité, des dilemmes qui m'étreignent et des convictions qui me guident. Je suis Enjolras, et je vis pour une seule cause, la liberté. Tu me connais dans les éclats tumultueux de la barricade et dans la passion qui brûle en mon cœur pour la justice. J'ai toujours cherché à élever mon âme vers l'idéal élevé de la liberté et de l'égalité pour tous, en dépit des dilemmes moraux incessants qui jalonnent cette quête. Mon engagement est intransigeant et, peut-être pour certains, sévère. J'ai accepté la violence comme outil de libération, non par goût du sang, mais comme un chirurgien contraint à l'amputation pour sauver la vie. Considère, par exemple, notre résistance à la rue de la Chanvrerie. Chaque coup de feu que nous avons tiré, chaque pierre que nous avons lancée portait l'espoir de changer l'avenir des opprimés. Mes actions, bien que critiquables, visaient toujours un but noble. Même dans la mort de l'espion Javert, relâché par mon ami, je ne vis pas de lâcheté mais une foi en une humanité rédemptrice, même pour ceux qui nous persécutent. Certains diraient que j'ai sacrifié l'humanité pour l'idéal. Ils ne comprennent pas que chaque perte est une douleur, mais une douleur nécessaire. Ma moralité, tu vois, n'est pas celle de la complaisance face à l'injustice, mais celle du combat constant, fût-il tragique, contre ce qui opprime l'âme humaine. La trajectoire de ma vie, bien que brève, est une illustration poignante du grand thème de l'œuvre de Hugo, la lutte entre la lumière et les ténèbres, la liberté contre la tyrannie. Par mes actes, je t'ai montré que chaque homme doit choisir son camp, non pas en parole, mais en acte. Ainsi, lorsque tu refermeras ce livre, souviens-toi de ma détermination. Elle n'est pas un appel aux armes, mais un appel à ne jamais céder devant l'injustice. À travers mon histoire, Victor Hugo t'invite à contempler la complexité de l'âme humaine et la lumière éblouissante que peut émettre l'esprit lorsqu'il est guidé par des principes inébranlables. La parole de l'évêque Myriel. Le rôle. Tu me connais sous le nom de Monseigneur Bienvenu, mais je suis également appelé l'évêque de Digne. Ma vie, telle que je te la raconte, incarne la bonté et la miséricorde dans un monde souvent impitoyable.
Mon rôle dans Les Misérables de Victor Hugo est celui d'un guide spirituel et d'un bienfaiteur, non seulement pour les personnages de l'histoire, mais aussi pour toi, lecteur, qui cherche peut-être un exemple de vertu. Je suis né dans une famille de petite noblesse, mais la Révolution française a bouleversé mon existence. Mon épiscopat à Digne a été marqué par mon engagement envers les pauvres et les opprimés. Ma vie est une quête constante pour alléger la souffrance humaine, une tâche que j'embrasse avec un cœur plein de compassion. J'ai transformé ma résidence épiscopale en un refuge pour les nécessiteux, me privant de tout luxe superflu pour mieux servir ceux en difficulté. Un événement clé qui façonne profondément mon parcours est ma rencontre avec Jean Valjean, un ancien forçat brisé par des années de servitude pénale. Cette rencontre, tu te souviendras, se produit après que Jean Valjean a été libéré du bagne. Il vient chez moi avec méfiance et désespoir, voyant en moi, comme en tout homme de foi, un ennemi potentiel. Mais au lieu de le chasser ou de le juger, je lui offre l'hospitalité, le nourris, le loge, et lui montre une bonté inconditionnelle. La nuit de son séjour, il me vole mes couverts en argent. Lorsqu'il est capturé par les gendarmes et ramené à moi, je lui offre non seulement les couverts, mais aussi mes chandeliers, lui donnant ainsi une seconde chance. Ce geste d'amour radical transforme Jean Valjean, lui donnant les moyens de refaire sa vie. Ma contribution à son destin ne s'arrête pas là, mais elle continue à résonner à travers ses actions futures. Par mon exemple, je l'incite à devenir un homme meilleur, un protecteur pour les autres, comme je l'ai été pour lui. En effet, à travers mes actions et mes paroles, je sers de catalyseur à l'histoire, influençant profondément la trajectoire de Jean Valjean vers la rédemption. En somme, mon rôle dans Les Misérables est d'incarner la possibilité de la rédemption et la puissance transformatrice de la bonté. Mon existence même est un appel à la compassion et un témoignage de l'impact profond que peut avoir l'amour désintéressé sur l'âme humaine. Que ma vie te serve de leçon, toi qui me lis, et t'inspire à agir avec bonté et justice. Les missions. Ma première mission est de fournir refuge et réconfort aux pauvres et aux démunis. En ma qualité d'évêque, je me dois d'ouvrir ma porte et mon cœur à quiconque en besoin se présente. Cela commence dès l'arrivée de Jean Valjean, un forçat fraîchement libéré, à qui j'offre gîte et couvert ainsi qu'une chance pour un nouveau départ, après qu'il ait dérobé mes couverts en argent. Cette action, bien que semblant triviale, est fondamentale, car elle symbolise le premier pas vers sa rédemption, illustrant l'impact profond de l'amour et de la miséricorde sur les âmes égarées. Tu dois comprendre que mon approche n'est pas seulement de convertir le mal en bien, mais aussi d'inspirer les autres à faire de même, nourrissant ainsi un cercle vertueux de bonté et de pardon. Ma seconde mission, plus implicite, est d'agir en tant que conscience morale de l'œuvre. À travers mes interactions avec d'autres personnages, je cherche à élever leur perspective morale et spirituelle. Mon influence ne se limite pas à Jean Valjean, elle s'étend aux habitants de Digne, par le récit de Victor Hugo, à toi, lecteur. En te confrontant à des situations où la justice humaine entre en conflit avec la justice divine, je t'invite à réfléchir sur les valeurs de l'époque et leur applicabilité dans ton propre contexte. Au fil de l'histoire, mes objectifs évoluent de manière à refléter un engagement croissant envers les principes de l'Évangile, notamment la compassion et l'abnégation. Cette évolution est vue non seulement dans mon soutien à Jean Valjean mais aussi dans ma manière de vivre humblement malgré ma position. Je redistribue les richesses qui me sont confiées, choisissant une vie de simplicité pour mieux servir ceux dans le besoin. Ces missions contribuent à ma propre transformation. En choisissant de vivre selon les préceptes chrétiens les plus exigeants, je me rapproche de la sainteté, et mon parcours devient un modèle pour ceux qui cherchent la lumière dans les ténèbres de l'injustice sociale et personnelle. À travers ces actes, mon existence devient un testament de la puissance du pardon et de la rédemption, non seulement pour moi-même mais pour tous ceux qui sont touchés par ma foi et mes actions. Ce discours évoque ainsi non seulement les missions directes que j'entreprends, mais aussi la manière dont elles interagissent avec les thèmes plus larges de l'œuvre, tels que la justice, la rédemption et le pouvoir du sacré dans la vie quotidienne. La moralité. Je te parle, toi qui écoutes et qui cherches à comprendre les profondeurs de l'âme humaine, des dilemmes moraux auxquels je suis confronté. Oui, mon enfant, être évêque, c'est être témoin des misères du monde et y répondre avec compassion. Lorsque je renonce à mes biens pour les pauvres,
lorsque j'offre mes chandeliers d'argent à Jean Valjean, ce n'est pas sans un combat intérieur. Car, vois-tu, déposséder l'Église de ses richesses pour en habiller le pauvre, c'est aussi questionner l'ordre établi, c'est risquer le blâme de ceux qui voient dans ces actes une faiblesse ou une folie. Mais quelle douce folie que celle de l'amour! N'est-ce pas là, mon fils, le cœur même de l'Évangile? Et toi, que penses-tu de ces moments où je cache le forçat, où je mens aux gendarmes pour sauver Jean Valjean? Certes, la loi de Dieu, à mes yeux, transcende celle des hommes, et si je dois être critiqué pour cela, que ce soit avec une bénédiction. Car en chaque homme, même le plus brisé, je vois une étincelle divine que nous sommes appelés à raviver, non à étouffer. Voilà le fondement de ma moralité, elle qui ne se juge pas à l'aune des lois humaines, mais à celle de la miséricorde divine. Ce parcours que je te décris, il révèle plus largement les thèmes de la rédemption, de la charité, de l'amour universel qui traverse cette grande œuvre. En moi, tu vois l'humanité avec ses faiblesses et ses grandiosités. En protégeant Jean Valjean, en défendant la veuve et l'orphelin, je suis ce phare dans la nuit des âmes perdues, rappelant que chaque homme peut se racheter, chaque homme peut aimer et être aimé. N'est-ce pas là un miroir des aspirations les plus profondes de notre société? Un appel à voir au-delà des apparences et à œuvrer pour un monde plus clément? Voilà, mon enfant, ce que je souhaite te transmettre. Car au crépuscule de ma vie, après avoir tant vu et tant vécu, je reste convaincu que seul l'amour sauve, et que juger est bien souvent un fardeau trop lourd pour une âme qui aspire à la liberté. Souviens-toi de cela, toi qui marches peut-être dans les ténèbres, que la lumière se trouve souvent là où l'on ne pense pas la chercher.